Bonne journée caniculaire à tous et voici vos actualités de la semaine avec InfoCam qui commence maintenant. Le Festival du Père Zim existe depuis déjà de nombreuses années à Sainte-Louise. Cet été, on fait une nouvelle programmation bien remplie, bien énergisante. On en parle maintenant avec Félix. On est à Sainte-Louise en ce moment parce que Félix va nous expliquer ça. Il y a le Festival du Père Zim qui arrive au début août. Qu'est-ce qui nous attend dans ce festival-là cet été? Principalement, beaucoup de plaisir, beaucoup de monde sympathique réuni au même endroit dans la municipalité de Sainte-Louise, qui est déjà reconnue pour son côté sympathique et festif. Je pense que oui, oui. Fait que non, c'est ça, ça se passe pendant 3 jours, là, principalement le 17, 8, 9 août. Donc, ça commence les shows de musique à partir du 7. Il y a aussi préalablement des soirées un peu plus discrètes, mais qui font autant de bonheur localement, là, dont une soirée de bingo puis une soirée tournoi de 500 qui se trouve le mercredi puis le jeudi avant, donc le 5 et 6 août. Puis sinon, mais le Père Zim, écoute, grosse programmation musicale cette année. On s'est forcé pas à peu près, puis on est satisfait. On a un bon vendredi, puis la contribution volontaire, parce qu'on veut que le monde vienne. Principalement, c'était notre souci, c'était de rendre ça le plus accessible possible en ayant une programmation de plus en plus de qualité, puis qui va continuer de se perfectionner à travers le temps. Ça fait 3 ans que je m'en occupe avec le comité des loisirs, mais ça fait 48 ans que le festival existe. C'est quand même énorme. Exactement. Là, il y a 48 ans, moi, je gravitais même pas dans la tête de mes parents. Ben oui, c'est ça. Fait qu'au final, quand moi je suis arrivé, j'étais un gars des Laurentides qui est arrivé en région ici. J'ai entendu parler du Père Zim. Là, il y avait une tournure qui s'en venait vers quelque chose de moderne, mais quand même très modeste. Puis je me suis dit, pourquoi pas mettre l'épaule à la roue puis contribuer à cet événement-là qui en est patrimonial par le temps de son existence. Le vendredi soir, on a une grosse programmation à contribution volontaire, comme je le précisais. Oui, quand même avec, exactement, avec notre fidèle Joe Robichaud, qui vient de lancer un album tout récemment dans la salle du 125e, qui est ici à ma gauche. Puis ça va se poursuivre avec Mon oncle Serge, un nom qu'on n'a pas besoin de présenter tant que ça. Là. Mettons que on sait qui il est dans le milieu et même au-delà du milieu, je dirais. Puis dans le fond, ça finit avec un super kaléidogramme 800, donc un plateau triple pour contribution volontaire. Donc c'est simplement de venir découvrir, c'est de l'énergie. Connaissant les 3 formations, on parle d'énergie scénique. Là, exactement. Là, ça risque de bouger. Puis tu sais, ça sera pas nécessairement juste de la grosse énergie brute pour les plus tranquilles ou les familles même. Il y a de l'espace pour être un peu à retrait, regarder, s'asseoir, en profiter. Tu sais, on essaie d'être vraiment dans l'inclusion. Puis là, tu sais, comme je parle de cette programmation-là, mais on est juste rendu au vendredi soir. Oui, ben oui. Puis le samedi et le dimanche, c'est les plus grosses journées, évidemment. Le samedi, des activités familiales, il y en a vraiment beaucoup. Puis il y en a qu'on se garde en surprise pour nos réseaux sociaux. Donc, je vous invite à les suivre, évidemment. Mais des activités jeunesse, peintre en direct, il va y avoir du pickleball, il y a accès au parc pour les enfants, il va y avoir des food trucks, dont Johnny Moutarde du fumoir de Saint-André-de-Kamouraska. Il y a la Magouille, qui est une nouvelle entreprise qui fait des gelatos locaux. Donc, vraiment intéressant à découvrir pour ceux qui connaissent les gelatos. Je pense que ça vaut le détour. Puis ceux qui connaissent pas ça, bien, ça vaut la découverte. Puis ça va être animé pendant toute la journée avec de l'animation, évidemment, sur le site, mais des spectacles, encore une fois, à contribution volontaire. On a Bosquet, qui est un jeune groupe de Rimouski, là, un bon trad sale, là, un peu busking. Là. Ouais. Donc, ça va vraiment être le fun. Après, on enchaîne avec le parc, qui est du psych rock. Les gars viennent du Saguenay aussi. Ils ont vraiment... ils gagnent à être découverts.
Puis ça, encore une fois, c'est dans la journée, la soirée, c'est la seule soirée payante, le samedi 8 août, avec Jérôme 50, Josh and the Dirty Rag, Margaret Tracteur, puis un after avec DVTR, là, qui, eux aussi, déplacent de l'air. Fait qu'il y a une soirée qui se situe entre le folk, dark folk, puis qui s'en va directement vers le punk rock en passant par un peu de ska. Bref, c'est diversifié, c'est accessible surtout. On parle de 30 $ pour la soirée plateau quadruple, donc vraiment bien. Puis tu sais, ça va dans la lignée de Sainte-Louise de vouloir rendre ça inclusif, accessible. Même nos bières, le prix est fixe, puis le monde sont surpris, ils sont comme « Ah ouais, vous vendez encore ça, ce prix-là? » on s'assure d'être le plus flush qu'on peut sans... Ça fait 48 ans qu'on vend bien à 25 cents. Ouais, ça serait pas pire, mais non, mais je pense que genre en 5 ans, elle a monté de ça 25 cents, là, quand tu considères en tout cas, bref. C'est très bon, oui. Fait qu'on est dans cette idée-là. Mais là, dans le fond, je pense que Sainte-Louise et la musique, c'est une longue histoire d'amour. Je pense qu'aussi, on s'en rend compte dans les choix que vous avez faits pour la programmation. Est-ce que c'est une jeune équipe qui est derrière ces idées-là ou c'est également les anciens qui ont déjà participé à ça, qui étaient intéressés à ce mouvement-là? Bien, écoute, l'intérêt, il est là depuis 48 ans, comme je te disais. Ouais. Encore aujourd'hui, dans le comité des loisirs, il y a un membre, Alain Bois, qui était un des fondateurs du Père Zim au début, il y a 48 ans. Je pense que justement, d'ici 1 an ou 2, ça va faire 50 ans qu'il est dans les loisirs puis qu'il s'implique dans la communauté. Donc, pour l'équipe qui s'est rajoutée, je dirais, dans les loisirs, etc., c'était bien important de considérer ce qui avait été fait avant, de ne pas arriver et balayer l'histoire. C'est quand même notable et respectable. Il y a des années où c'était énorme, avec des chars allégoriques, des parades, etc. Donc, ça existe, ça fait partie de la mémoire collective à Sainte-Louise. Puis nous, l'idée, c'est de garder cette énergie-là, puis cette espèce de vision-là, mais d'amener le côté, l'actualiser avec des bands que tu vas voir dans des festivals qui sont reconnus puis qui sont super achalandés, tu sais. Dans un petit village de genre 700 quelques habitants, c'est impressionnant. T'as quand même une prog complète, mais aussi comme des complémentaires intéressants. Donc oui, l'implication des gens qui étaient là avant est bien importante, puis on en a fait un devoir. Puis moi, étant un petit peu, pas maniaque, mais très, très curieux de les choses dans lesquelles je m'implique, mais quand je suis arrivé dans les loisirs, je me suis dit, y a-tu des archives, mettons? Il y avait une boîte d'archives remplie d'articles, de journaux, etc. Fait qu'on s'est plongé là-dedans, puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut prendre? Comment qu'on peut améliorer des trucs? Comment qu'on peut faire des clins d'œil? Fait que des petites surprises qu'on va peut-être ramener cette année, etc. Donc, on reste à l'affût là, sur notre page Facebook. Là. Donc, on parle ici de la page Facebook des loisirs ou du festival carrément? Du festival carrément. On en a fait une entité à part, là, justement. Donc, c'est par là que ça passe aussi si on veut réserver nos places pour le samedi, si je comprends bien? Exactement. Dans le fond, sur la page Facebook, il y a les événements qui sont accessibles. On peut aller voir directement sur l'événement. Il y a les liens pour la billetterie. Sinon, la billetterie est nécessaire seulement pour le samedi soir, là, pour Jérôme 50, Josh and the Dirty Rag, Margaret Tracteur et DVTR. Tout le reste, c'est contribution volontaire. Donc, il suffit juste de venir à Sainte-Louise pour profiter du beau temps, qui sera assurément parmi nous. Puis, that's it. Après, même si vous veillez tard, il va y avoir du camping accessible, gratuit. On a eu un accord avec la municipalité, donc camping, camper. Il va y avoir possibilité de dormir sur le site avec des toilettes à disposition, de l'eau. Donc, on ne devrait pas être mal pris. Hein. Puis on n'oublie pas le dimanche. Il y a encore des trucs le dimanche, là, plus familial. Le gala canadien, qui est un classique justement des éditions antérieures. Le poulet barbecue, qui va être super à ne pas manquer, en fait. Donc voilà, très complet, mais on se retrouve sur notre site puis notre page pour la suite. Là. Excellent. Merci, Benoît. Le défi de l'Arc-en-Ciel célèbre ses 5 ans avec un nouveau parcours de 21 km. Le tout se déroulera le 3 octobre prochain, de 8h à midi. Par votre participation à ce défi, vous pourrez supporter la mission de l'Arc-en-Ciel du cœur ainsi que prendre soin de votre propre santé. Rien de mieux pour contribuer à la prévention des maladies cardiovasculaires dans votre milieu. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 8 juin dernier sur le site web de l'Arc-en-Ciel du cœur. La Fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima est heureuse d'annoncer qu'un montant de 43 510 $ a été recueilli dans le cadre de la 28e édition de son tournoi de golf annuel au club de golf de Saint-Pacôme le vendredi 19 juin dernier, et ce malgré son annulation.
Bien que le tournoi ait dû être annulé en raison de mauvaises conditions météorologiques, la journée s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et rassembleuse. L'événement était sous la présidence d'honneur de Mme Nancy Dubé, préfète élue de la MRC du Kamouraska. Lors de son allocution, elle a tenu à souligner l'impact concret des investissements rendus possibles grâce à la Fondation. Les Gaulois de l'ITAC et du Cégep de l'Apocatière annoncent le dépôt officiel de leur candidature auprès du Réseau du sport étudiant du Québec en vue d'obtenir une équipe de hockey collégial masculin Division 2. L'équipe pourrait entreprendre ses activités dès la saison 2027-2028. Ce projet s'inscrit dans la continuité d'une organisation sportive en pleine croissance. Depuis 2021, les Gaulois sont passés de 5 à 9 équipes et regroupent aujourd'hui plus de 170 étudiantes et étudiants athlètes. L'ajout du hockey porterait l'organisation à 10 formations et répondrait à une demande bien réelle dans la région. La démarche Cosmos Kamouraska a inauguré l'Éduc-Appart, un appartement éducatif pour accompagner les jeunes vers la vie autonome. Les partenaires de la démarche Cosmos Kamouraska sont fiers d'inaugurer l'Éduc-Appart, récemment aménagé dans un des locaux du Centre Femmes, la Passerelle à Saint-Pascal. En fonction dès la rentrée scolaire de cet automne, il s'agira d'un espace d'apprentissage simulant la vie en appartement. L'objectif est d'aider les jeunes de 14 à 25 ans dans leur transition vers la vie autonome. L'Éduc-Appart propose un espace ouvert présentant 4 stations d'apprentissage, cuisine, salle à manger, salon et salle de bain. Divers aspects de la vie quotidienne y seront explorés, notamment la gestion de budget, la planification de repas économiques, ainsi que l'entretien des vêtements et du logement. Le dossier de la piscine de l'Apocatière, gros dossier qu'on entend parler depuis plus de 2 ans maintenant, eh bien, ça va de l'avant. Et question de bien comprendre tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, on va remonter fin avril dernier, où est-ce qu'on avait enfin le feu vert au niveau du budget. Alors, le Cégep de l'Apocatière est très heureux de confirmer aujourd'hui l'octroi du contrat de la rénovation de la piscine à l'entreprise Construction Citadelle, qui est notre plus bas soumissionnaire, qui s'est classé comme étant conforme suite au processus d'appel d'offres. C'est quand même une étape très importante ce matin. Donc, au total, il s'agit d'une aide financière du gouvernement du Québec de près de 8,9 millions de dollars du gouvernement du Québec pour la réalisation du projet. Ces investissements-là, ils vont servir à moderniser la piscine afin d'en assurer la pérennité, d'en améliorer l'accessibilité et d'en maximiser l'utilisation, autant pour les étudiants que pour la population générale. En soutenant ce projet, nous rendons accessibles des infrastructures modernes, sécuritaires et on mise sur l'accessibilité. On va encourager les citoyennes et les citoyens à adopter et maintenir un mode de vie physiquement actif. Malheureusement, étant donné tout le temps qui a passé dans ce projet-là, eh bien, soudainement, lorsqu'on a ouvert l'enveloppe des soumissionnaires, il y avait peut-être une mauvaise nouvelle au niveau de l'augmentation des coûts. Alors, rappelons qu'un effort de mobilisation avait permis d'amasser 11,4 millions qui avait été confirmé sur l'estimation initiale d'il y a 3 ans qui s'élevait à 12 millions. À la suite de l'ouverture des appels d'offres, le coût de projet est maintenant évalué à 14,8 millions. C'est quand même une augmentation importante. Cette augmentation-là s'explique par, le plus bas soumissionnaire à 11 144 000 et s'ajoute à cela tous les frais d'ingénierie, d'architecture et de consolidation de la structure, ainsi que les frais de contingence, la partie des taxes que le Cégep ne récupère pas. Donc, c'est quand même un projet qui se chiffre à 14,8 millions. Alors, il y a eu d'intenses discussions entre moi et Mathieu, entre Mathieu, moi, le cabinet, le ministère. Alors, il y a eu vraiment d'intenses discussions de ce côté-là pour nous permettre de compléter le montage financier. Donc, de 11,4 à 14,8, il manque
3,4 millions. Ce 3,4 millions-là est comblé de façon conjointe ministère et cégep. Là. Il y aura un 2 millions qui vient du ministère et 1,4 millions là, arrondi du cégep pour compléter ce 14,8 millions-là. Bien entendu, tout ça restait une course contre la montre pour respecter les délais et c'est vraiment en quelques jours, à la fin avril, que tous les chiffres ont été acceptés. À partir du moment où on a ouvert les enveloppes, et on a vu le plus bas soumissionnaire à 11 144 000. Là, on avait un souci parce que l'évaluation de nos professionnels était plus autour de 9,6 millions pour la partie des travaux. C'est dans ce projet-là, il y a la partie réalisation des travaux, puis la réalisation de l'ensemble du projet. Donc dans la partie rénovation des travaux, là, la partie des travaux, c'est la partie qui appartient au soumissionnaire, à l'entrepreneur général. Mais à cela s'ajoutent d'autres éléments, comme je nommais tout à l'heure, qui étaient les frais d'ingénierie, d'architecture, de plomberie, chauffage, ventilation, toutes ces évaluations-là qui ont lieu depuis 3 ans. On avait quand même un signal qu'on arrivait dans ces zones-là autour du 12 millions. Alors, en ouvrant l'enveloppe et en étant à 11 144 000, on était près du plafond qu'on avait. Donc, de ce côté-là, il a fallu se retourner de bord et puis avoir des discussions sérieuses. Et l'échec n'était pas une option. Retourner vers la communauté pour dire ça prend un effort supplémentaire n'était pas une option. Et fallait trouver une solution. On avait une fenêtre pour réaliser nos travaux qu'on veut respecter et c'est début juin. Lorsque le ministère autorise le cégep ou un partenaire à aller en appel d'offres, c'est aussi, là, on ne peut pas avoir de réponse tant que les enveloppes sont pas ouvertes. Donc, il y avait quand même un travail que le cégep avait fait d'une façon exceptionnelle là, avec le ministère. Tous les signaux étaient ouverts de se dire, ben regarde, on va attendre l'appel d'offres. On a reçu l'appel d'offres. Il y a eu des discussions que le cégep a menées avec le ministère. Et on en arrive au constat que l'entente qui a été prise, c'est un 2 millions supplémentaires du gouvernement du Québec et 1,4 million du cégep. Régler le 3,4 millions en quelques jours, il y a vraiment, ça a pris vraiment une volonté politique forte pour qu'on puisse passer au travers du 24 au 27 avril. Et si on se transporte maintenant à la fin juin, eh bien, c'était le coup d'envoi des travaux. On écoute ce que le député Mathieu Rivet a à dire. Aujourd'hui, je dois vous avouer que pour moi, c'est un moment doublement émotif. Parce que derrière chaque coup de marteau piqueur, que je pense que nous verrons tout à l'heure, il y a quelqu'un avec un casque blanc, ça doit vouloir dire quelque chose, 2 personnes. Donc derrière ce coup-là, c'est un moment qu'on souhaite vivre ensemble, parce que c'est pas juste des carreaux qu'on va retirer. C'est des années de travail, de rencontres, de démarches, de conviction, d'explication, de sorties médiatiques surprenantes et surtout d'une volonté personnelle de ne jamais abandonner ce projet pour nos citoyens. Il y a 3 ans, plusieurs croyaient que la rénovation de notre piscine régionale relevait davantage du rêve que de la réalité. Pourtant, nous avons collectivement refusé d'abandonner. Nous avons choisi de nous battre pour préserver une infrastructure essentielle pour notre communauté. Comme député de Côte-du-Sud, j'ai porté ce dossier avec détermination, parce que je savais qu'il dépassait largement les murs de cette institution. Il concernait toute une région. Il concernait nos étudiants, nos familles. Il concernait les générations qui vont nous suivre. Je l'ai porté ici, dans notre milieu, et je l'ai défendu avec ardeur auprès de mes collègues à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous célébrons pas seulement le début des travaux, on célèbre aussi une victoire collective. Une preuve que lorsque notre milieu se mobilise, lorsque les citoyens, les élus, les organismes, le gouvernement avancent dans la même direction, il n'y a aucun défi qui soit insurmontable. Personnellement, ce qui m'anime, c'est de réussir. Dans quelques mois, nous aurons une piscine modernisée, sécuritaire, à la hauteur des besoins de notre population. Mais surtout, nous aurons laissé un héritage durable dont nous pourrons être fiers. Et je peux vous assurer d'une chose, voir enfin ces travaux débuter est l'un des moments
où je suis le plus fier depuis le début de mon élection. M'y baigner sera certainement le moment le plus réjouissant de ma réélection. C'est le moment qu'on peut. Et j'aurai un clin d'œil, si vous me permettrez, à mon collègue fédéral, M. Bernard Généreux, qui, comme vous le savez, a vécu des moments difficiles dans les derniers jours, dernières semaines. Et je le remercie pour sa contribution remarquable et du travail que nous avons réalisé main dans la main pour la réussite de ce projet merveilleux. Et bravo au Cégep de la Pocatière. Pour la préfète de la MRC du Kamouraska, Nancy Dubé, c'était très important de souligner le travail de longue haleine qu'il y avait derrière ce dossier. En tant que représentante de nos élus et de leurs citoyens, je tiens à remercier sincèrement nos élus municipaux qui, en 2024, oui, ça fait quand même longtemps qu'on est sur ce dossier-là, Mathieu, tu le disais, sont arrivés à un consensus d'accorder 1,2 million au projet de la piscine qui représentera 1,7 million au bout de 20 ans. À l'époque, mobiliser 17 maires et mairesses, maintenant ils sont 15, mais à l'époque, il y en avait 17, c'est pas une tâche simple. Et nos élus ont fait preuve d'une grande solidarité régionale dans ce dossier, et je les félicite. Immense merci aussi tout particulier à Ville-la-Pocatière et à son maire, Vincent Bérubé, pour son support envers ce projet. À elle seule, avec sa quote-part à l'intérieur du 1,2 million de la MRC, la Ville assure 60% de ce montant, soit près d'1 million. Son implication totale dans ce projet représentera un montant de 2,5 millions au bout de 20 ans. Merci, M. le maire. Je tiens aussi à saluer et remercier les citoyens dans chacune de nos municipalités, car dans les sommes que je viens d'énoncer, il y a beaucoup de vous et de vos sous également, et le comité citoyen aussi que je salue au passage. En terminant, j'ai été impressionnée par l'engouement et par la mobilisation citoyenne autour de ce projet dans notre région. Vraiment, bravo. Pour Vincent Bérubé, le maire de la Pocatière, ça n'a pas été des moments faciles et il nous résume un peu ce qu'il a vécu. Il y a maintenant 2 ans, on apprenait la mauvaise nouvelle que le projet était compromis. Le projet de cette piscine-là, quand on est Ville-la-Pocatière, maire de la Pocatière, qui prend des engagements de garder ses services de proximité et d'en développer des nouveaux, c'est pas facile comme décision. Ça nous fait passer, pas comme décision, comme résultat. Donc ça nous fait passer par différentes émotions. Naturellement, il y a eu de la frustration, il y a eu de la déception, mais par la suite, on s'est retroussé les manches puis on a travaillé. Aujourd'hui, on a un grand sentiment de fierté parce qu'aujourd'hui, c'est le début de ces travaux-là. Je veux vraiment remercier les élus du Kamouraska qui ont travaillé conjointement pour mettre en place ces sous-là. Grâce à vous, on a eu un levier pour faire en sorte que la piscine vienne à bout de ce projet-là, qu'on vienne à bout de ce projet-là. Monsieur Généreux aussi, là, que justement je voulais remercier aussi parce que aujourd'hui il n'est pas là, mais il a fait partie aussi de ce projet-là entièrement au niveau du comité citoyen. Merci les filles. Merci parce que si vous n'avez pas été là, je pense que c'est vous qui avez mis le ciment entre les briques. C'est grâce à vous qu'on s'est aussi mobilisé. Je suis très, très, très heureux de ça. Vous avez avoir une très grande place dans cet accomplissement. Monsieur Rivet, excusez. Monsieur Rivet aussi, merci Mathieu pour ton travail. Merci aussi de ton côté positif dans tout ça. Je sais que ça n'a pas toujours été facile, on t'a pas toujours donné la vie facile là-dedans. Mais merci beaucoup. C'est apprécié le travail que tu as fait. Je reviens encore, les anciens élus, mais les nouveaux aussi, que vous avez continué à porter le dossier, à nous encourager à ce que ça soit une réussite. C'est pas facile aujourd'hui avec le vieillissement de la population. Oui, c'est un service qui s'adresse aux plus vieux, à nos aînés, pardon, mais aussi aux jeunes familles. C'est pour ça les services de proximité, c'est ça qui est important, c'est de faire de l'attraction aussi pour les jeunes familles. Et je pense qu'on est dans une bonne voie présentement en termes d'attractivité pour réussir à attirer des jeunes familles pour nos commerces, nos industries et l'éducation et aussi au niveau des soins de santé.
Donc, je vous remercie beaucoup. Merci d'être là. Monsieur Bélanger, je vous vois. Merci beaucoup d'être un excellent contributeur aussi au niveau de l'apocatière. C'est des grands gestes. Puis je vois un collègue que j'ai oublié de nommer, mais Émercé de Lillet, merci beaucoup d'avoir participé à ça, d'avoir laissé les coupures de région de côté. C'est pas évident non plus pour l'avocatière d'être au bout d'une région, et le début d'une et la fin d'une autre. Donc, exact. Et tous s'accordent pour dire que la force du message envoyé par le comité citoyen a eu vraiment un grand poids dans la balance. Aujourd'hui, je suis vraiment très, très fière d'être ici. Il y a 2 ans, lorsque le comité citoyen a été mis en place, on était loin de s'imaginer toutes les démarches et toute l'ampleur du travail, toute l'ampleur de la mobilisation qu'on allait vivre pour ce projet-là. Par contre, aujourd'hui, ce que je retiens le plus, au-delà de toutes les rencontres, de toutes les négociations, de parfois les déceptions, parfois les victoires, ce que je retiens, c'est ce qu'une communauté peut faire. Donc, oui, les remerciements, j'avais bien sûr chacun des remerciements qui ont été dits avant moi. J'aimerais remercier aussi Trajectoire Homme qui ont embarqué dans la vague pour la campagne de financement qui a mis beaucoup d'énergie. Chacun des citoyens, parce que toute la mobilisation des gens qui ont été nommés n'aurait pas été aussi grande si les citoyens n'avaient pas dit présent à chacune de nos représentations, à chacune de nos allocutions. Donc, c'est vraiment une belle victoire aujourd'hui pour le cégep, pour la communauté, pour la piscine, mais aussi pour tous les projets futurs. Parce que le message que je retiens, c'est qu'une communauté, ça peut faire vraiment des grandes choses. Je vous remercie. Pour Steve Gignac du cégep de l'Apocatière, c'est enfin un moment de soulagement. C'est avec une grande émotion aujourd'hui que je vous regarde. Je suis tellement reconnaissant auprès de chacun d'entre vous d'être ici puis d'y avoir contribué, d'y avoir cru. On a réussi quelque chose de beaucoup plus grand qu'une rénovation de piscine. On a réussi à relever un défi très important pour notre milieu. Puis c'est très prometteur pour le futur et ça nous envoie aussi un bon message que lorsqu'on se serre les coudes, lorsqu'on travaille ensemble, bien, tout est possible. Je me souviens qu'en novembre dernier, nous étions rassemblés ici pour faire le bilan de la campagne populaire, qui était une étape, mais il manquait quand même un autre bout. Mais c'est important que chacune de ces étapes-là, on puisse se rencontrer, puis s'encourager les uns les autres, et puis de célébrer en novembre que cette campagne de mobilisation citoyenne-là avait apporté une contribution vraiment déterminante à ce projet-là. Alors, c'est à ce moment-là qu'on avait évoqué qu'on ferait un geste pour le début des travaux. Alors aujourd'hui, ce geste-là prend tout son sens. Il importe aussi de rappeler que les travaux qui s'amorcent sont complexes et d'envergure. On est en condition d'amiante, vous ne voyez pas, mais en dessous de la piscine, tout est scellé et on est en pression négative et on est en train de décontaminer l'amiante de ce côté-là. Alors, c'est des travaux majeurs qui demandent des interventions spécialisées, qui demandent de relever un bon défi pour assurer la rénovation de notre piscine. C'est ce qui conclut vos actualités estivales. On se revoit en septembre prochain, en espérant que vous ayez apprécié. Bye bye.